Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement de clôture de la quatrième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie. 3 jours donc de rencontres, de débats, de discussions extrêmement riches. Je vous dirais que tout ça dépasse largement le niveau de fatigue. J'inviterai sans plus tarder la doyenne de la Faculté de sciences politiques et droit de l'UQAM, Madame Rachel Chagnon, à venir prononcer l'allocution d'ouverture de notre événement de clôture. Bonjour, il me fait grand plaisir d'être ici en fin d'après-midi afin de pouvoir profiter avec vous de ce dernier événement de ces rendez-vous Gérin-Lajoie organisés par l'IEIM. Et à titre de doyenne de la Faculté de sciences politiques et de droit, je tiens à remercier le professeur François Odette, de même que Caroline Doyon pour l'organisation de cet événement. Puis je suis certaine que elle et lui seront remerciés, toutes les personnes qui, avec eux, collaborent à la bonne marche des Journées Gérin-Lajoie, qui, me dit-on, vont être couronnées encore cette année d'un grand succès. Il me fait d'autant plus plaisir d'ouvrir finalement cette dernière séance que l'IEIM est un institut qui occupe une place névralgique au sein de la faculté et que je peux profiter de cette occasion pour le rappeler et le souligner. La faculté de sciences politiques et de droit a été fondée à l'UQAM au tournant des années 2000, autour de l'idée qu'il était possible d'associer ou de marier ensemble d'une façon harmonieuse, souhaitons-le, et la science politique et le droit, comme ça se fait par ailleurs dans certains cas en Europe. Et le trait d'union de cette union-là passait par la question des relations internationales et passait par la question des politiques internationales parce que c'était dans cet interstice-là, pardonnez-moi, que se trouvaient justement les plus grands lieux de rencontre entre les deux départements et les spécialistes des deux communautés. Donc, dès sa fondation en 2002, l'IEIM a su justement rendre réelle et incarner véritablement cette union entre le département des sciences juridiques et le droit et le département des sciences politiques et la politique. Une union qui, comme dans la vraie vie, est loin d'être toujours simple, devrons-nous le dire. D'ailleurs, c'est ce que témoignent dans une certaine mesure les thèmes que a entrepris d'analyser les journées Gérin-Lajoie parce que qu'on parle d'une nouvelle diplomatie pragmatique ou qu'on parle des fractures à l'international, on voit à quel point il existe cette espèce d'interaction parfois utile, parfois difficile, souvent complexe entre le droit et la science politique, que ce soit à un niveau national et international. Et évidemment, la Faculté de sciences politiques et de droit est extrêmement fière de pouvoir compter parmi ces unités, l'IEIM, et est très heureuse de pouvoir la soutenir dans une activité essentielle qui est de nous permettre de mieux comprendre justement l'état actuel du monde dans l'espoir on peut avoir cet espoir, bien qu'il semble un peu fou à l'heure actuelle, d'aller vers un avenir meilleur, d'aller vers un avenir qui nous permettrait d'aspirer à une plus grande justice sociale et pourquoi pas à une plus grande paix entre les États et les personnes. Donc, je vous remercie de votre participation et je nous souhaite une excellente dernière séance. Merci. Merci, Rachel, pour tes bons mots. Puis, comme c'est l'occasion, je vais en profiter à mon tour pour remercier la Faculté de sciences politiques et droit et toute l'équipe de la faculté de nous soutenir au fil des années. On est hébergé là administrativement, physiquement et maintenant des relations d'amitié se sont même développées avec le temps. Alors, on est vraiment privilégié de pouvoir compter sur la faculté. Merci beaucoup. Et je veux aussi en profiter tout de suite pour remercier à nouveau le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec qui soutiennent cette activité des rendez-vous gérés à la joie. Et tant qu'à être dans les remerciements et pour rebondir sur ce que Rachel vient de nous dire, je veux réitérer mes remerciements à toute mon équipe. Caroline, merci énormément. Sarah, Andréane, Arnold et Kimi de nous permettre ces rendez-vous. Et c'est un privilège et toujours un plaisir de travailler avec vous au quotidien.
Notre dernier événement et non le moindre, je suis extrêmement content de vous voir aussi nombreux dans la salle. Ça a été comme ça pour tous les rendez-vous, mais en particulier pour discuter donc de la politique étrangère du Canada avec, en forme interrogative, vers une nouvelle diplomatie pragmatique. Cette idée d'une approche plus pragmatique dans notre action diplomatique a été annoncée l'automne dernier par la ministre Mélanie Joly. Certains l'auront peut-être entendu d'ailleurs au Corim. Nos amis du Corim sont ici aujourd'hui. On a tenté d'avoir Mélanie Joly avec nous, vous comprendrez bien. Elle était occupée, vous comprendrez bien, on l'excusera. Mais évidemment, ça a retenu beaucoup notre attention, cette nouvelle idée, cette nouvelle conception potentielle que pourrait avoir l'action internationale du Canada. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que cette approche peut déjà se faire sentir au vu du rôle ou de l'absence de rôle du Canada dans le conflit à Gaza, ou en regard, et on en a largement discuté récemment, il n'y a même pas une heure, au rapport de ce que le Canada fait ou ne fait pas en Ukraine. Que signifie la rencontre de la ministre Joly avec le ministre des Affaires étrangères de la Chine Wang Li, la semaine dernière? Est-ce que c'est du pragmatisme? On verra. Donc voilà quelques grandes questions et bien d'autres qui ont justifié largement la tenue de cet événement. Ce sujet, d'ailleurs, était pleinement justifié à l'IEIM parce que la politique étrangère canadienne est au cœur des préoccupations, notamment de nos fellows et du comité des fellows de l'IEIM. D'ailleurs, aujourd'hui, puis je veux le mentionner et les remercier, l'IEIM accueille 11 fellows, la plupart des anciens diplomates canadiens. Je veux les remercier pour leur engagement précieux. Claude-Yves Charon, qui est en ligne, Louis Delorimier, Marie Gervais-Vidricaire, François Larochelle, Anne Léhy, Jean Lebel, Henri-Paul Normandin, Christiane Pelchat, Gilles Rivard, Guy Saint-Jacques et Christine Saint-Pierre, qui s'associent à notre institut, qui s'associent à l'UQAM généreusement, bénévolement, et c'est tout en notre honneur. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais maintenant lancer les hostilités de cet après-midi. Je remercie mon ami Martine Saint-Victor qui a accepté de modérer notre événement de clôture. Je vais lui laisser l'honneur de présenter nos panélistes. Martine Saint-Victor est la directrice générale d'Edelman Montréal, stratège en communication. Elle collabore avec de nombreux médias, comme vous le savez, la presse, Montréal Gazette, CBC, Radio-Canada, et s'implique auprès de différents conseils d'administration, comme celui de la Fondation Campé que nous avons tous les deux à cœur. Alors, je te laisse la parole, Martine. Bonne discussion. Bonjour et merci François, bonjour à tous. Merci de me permettre d'entendre et d'apprendre de nos trois panélistes. La question à laquelle nous cherchons réponse aujourd'hui peut paraître assez simple. Au Canada, en matière de politique étrangère, allons-nous vers une diplomatie pragmatique? Alors, à travers de leurs allocutions respectives, chacun de nos panélistes parleront de stratégie, de politique, d'obligations et de solutions. Mais pour mettre la table, et pour mettre certaines choses en contexte, permettez-moi de parler d'une partie, au moins, de la perception de la politique étrangère ici au Canada. En octobre dernier, c'est 57% des Canadiens qui trouvaient que le gouvernement du Canada devait jouer un rôle plus visible aux Nations unies. 51% pensaient que le Canada devait être plus visible dans la diplomatie étrangère. En ce qui concerne l'Ukraine, 30% des Canadiens en octobre dernier pensaient que le gouvernement canadien devait accroître ses efforts en matière d'aide humanitaire et ses efforts diplomatiques pour soutenir l'Ukraine. 30%, c'est pas beaucoup. Et ça, c'était en octobre dernier, alors que l'Ukraine faisait encore la manchette tous les jours. Ce qui veut dire que tous les jours, nous étions témoins de la destruction en Ukraine et des besoins en matière d'aide humanitaire et d'aide militaire. D'un pic de 1500 à 2000 mentions quotidiennes au lendemain de l'invasion de la Russie, à une multitude de pages couvertures de magazines pour le président Zelensky, qui est devenu une star malgré lui, une star d'une guerre qui s'est déroulée notamment sur les réseaux sociaux, du Parlement canadien au Congrès américain. Le conflit en Ukraine n'est plus nécessairement aujourd'hui top of mind. Il y aura une exception ce week-end, et même ça a déjà commencé, vous l'avez certainement déjà remarqué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on marque l'anniversaire de la 2e année de cette invasion. Et si les médias parlent moins de l'Ukraine,
Il parle presque pas de l'Éthiopie, encore moins du Yémen. Ceci ne diminue pas la responsabilité du Canada face à ces pays. Mais la diminution de couverture médiatique veut aussi dire que le buy-in avec les citoyens, c'est-à-dire pour augmenter l'engagement du Canada à l'international, sera beaucoup plus difficile à vendre. Out of sight, out of mind, loin des yeux, loin du cœur. Alors, je vous présente nos trois illustres panélistes. Guy Saint-Jacques, vous êtes diplomate depuis 1977. Avant d'être nommé ambassadeur du Canada en Chine, un poste dans lequel vous avez été jusqu'en 2016, vous avez été, M. Saint-Jacques, haut-commissaire adjoint au Haut-Commissariat du Canada au Royaume-Uni, puis vous avez été chef de mission adjoint à l'ambassade du Canada à Washington. Vous avez occupé divers postes au sein de l'administration centrale, parmi eux celui de directeur adjoint de la direction de l'énergie et de l'environnement et celui de directeur des affectations et directeur général de la gestion du personnel. Vous avez aussi été mandaté par le gouvernement du Canada pour négocier les accords sur le changement climatique. Vous êtes fellow ici et vous intervenez régulièrement dans les médias à titre d'expert, notamment sur la Chine, sur la diplomatie et sur l'environnement. Merci d'être ici, ambassadeur Saint-Jacques. Je crois que ça mérite un plein de Anne Léhi, bonjour. Vous êtes diplomate de carrière, vous aussi. Vous avez été, et ça aussi, il faut l'applaudir, la première directrice de l'Institut d'études internationales de Montréal. Aujourd'hui, vous y êtes fellow. Vous êtes économiste de formation et en 1973, vous rejoignez le ministère des Affaires extérieures. Vos affectations vous ont amené en Europe et en Afrique notamment, d'abord comme ambassadrice du Canada au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine de 1989 à 1992. Puis de 2004 à 2007, vous avez été ambassadrice pour la région des Grands Lacs d'Afrique. Puis jusqu'en 2012, vous avez été ambassadrice du Canada auprès du Saint-Siège. Merci d'être là, Madame l'ambassadrice. Justin Massy, vous êtes, bonjour, vous êtes professeur titulaire et directeur du département de sciences politiques ici à l'UQAM. Vous êtes aussi co-directeur du réseau d'analyse stratégique ainsi que le co-directeur du Rubicon. En 2019, vous avez été titulaire de la chaire de recherche Fulbright sur les relations canado-américaines à la Hopkins University. Et puis, vos importantes recherches portent, il faut le dire, sur les interventions militaires, sur la transition mondiale de la puissance, sur la paradiplomatie, sur la politique étrangère et de défense du Canada. Et je mentionne que vous avez co-signé cette semaine dans la presse un très beau plaidoyer pour l'Ukraine. Merci, monsieur le professeur, d'être ici. Vos trois panélistes. Alors, nous allons commencer avec une allocution de l'ambassadeur Saint-Jacques, puis une allocution de l'ambassadrice Léhi pour terminer avec M. Massy. Ensuite, on aura un échange, questions-réponses, et évidemment, on prendra plusieurs de vos questions. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci pour l'invitation à participer à ce débat. Je vais vouloir soulever deux enjeux. D'abord, l'engagement du Canada sur la scène internationale et ensuite la mise en œuvre concrète de la politique étrangère. Dans le premier cas, il faut reconnaître qu'autant le gouvernement Harper que celui de M. Trudeau n'ont pas attaché une grande importance à la politique étrangère canadienne, peut-être à cause de leurs antécédents respectifs et ou par le fait qu'à l'exception de la campagne électorale de 1988 qui avait porté sur le libre-échange avec les États-Unis, la politique étrangère n'est pas un enjeu électoral. Tous les deux n'ont pas compris le lien entre la prospérité économique du pays et sa politique étrangère. C'est ce manque d'engagement que déplorait l'ancien ministre des Affaires étrangères, John Manley, quand il disait que lorsque le Canada était à la table du G8, il se levait pour aller à la toilette au moment où la facture arrivait. À mon avis, M. Harper avait une approche dogmatique plutôt que pragmatique, en rompant, par exemple, les liens diplomatiques avec l'Iran ou en offrant un appui inconditionnel à Israël ou en retirant le Canada du traité de Kyoto. Dans le cas de la Chine, tout en maintenant une position ferme, il a graduellement changé d'approche en développant des liens plus étroits et en créant les dialogues officiels pour discuter de sujets cruciaux. D'ailleurs, M. Trudeau a complété cette infrastructure. Il faut noter que la dernière revue de la politique étrangère remonte à 2005 sous le gouvernement de Paul Martin. Le seul énoncé de politique depuis est la stratégie Indo-Pacifique dévoilée en novembre 2022 par la ministre Joly. À mon avis, c'est un excellent document qui couvre tous les éléments importants.
Sa mise en œuvre est bien amorcée, même si les relations avec la Chine ne s'améliorent que lentement et que celles avec l'Inde devront être relancées après les élections indiennes au printemps. En fait, la politique étrangère canadienne est aussi influencée par la composition ethnique du pays. Ceci est évident dans le cas de la communauté sikh, où le gouvernement libéral a adopté des politiques pour aller chercher des votes, ce qui ne correspond pas nécessairement aux intérêts canadiens. D'autre part, la Commission sur l'ingérence étrangère viendra confirmer s'il y a eu laxisme ou non pour contrer l'ingérence chinoise dans les 2 dernières élections fédérales. Laissez-moi passer au deuxième volet, celui des artisans de la politique étrangère. J'ai passé près de 40 ans à Affaires mondiales, dont 25 à l'étranger. À Ottawa, entre autres choses, j'ai travaillé pendant 5 ans aux ressources humaines. J'étais responsable d'environ 2000 employés permutants, c'est-à-dire ceux dont la carrière alterne entre un poste à Ottawa et à l'étranger. Je supervisais le recrutement du personnel, les affectations, incluant au niveau de chef de mission, les promotions, mais aussi les conditions de service à l'étranger. On en a parlé un petit peu tantôt, mais il faut noter que plus de 60% des employés servent dans des postes difficiles à l'étranger et qu'il faut essayer de gérer les carrières en visant un équilibre entre affectations difficiles et un peu plus faciles, tout en développant des expertises régionales qui requièrent très souvent l'apprentissage de langues difficiles comme le mandarin, le russe, l'arabe, le japonais, etc. On a aussi entendu tantôt que cette carrière pose des défis particuliers en ce qui concerne la carrière des conjoints, le déplacement de la famille et aussi des questions de sécurité. Il est clair qu'Affaires mondiales Canada est confronté à plusieurs problèmes, dont celui d'une baisse de son expertise. Ceci s'explique en partie par le fait que la Commission de la fonction publique a finalement réussi à harmoniser la gestion du personnel du ministère avec le reste de la fonction publique en ouvrant les concours de promotion et en favorisant les transferts latéraux. Cependant, cela faisait fi du fait que le milieu de travail à Affaires mondiales est différent du reste de la fonction publique et qu'on ne peut pas devenir diplomate du jour au lendemain. Au cours des 15 dernières années, nous avons vu un afflux de personnel au sein du ministère sans expérience pertinente. La situation a été exacerbée par le fait qu'il y a eu une succession de sous-ministres qui n'avaient pas fait carrière au ministère, ce qui a amené une baisse de l'expertise sur les questions de politique étrangère, une incompréhension des défis auxquels font face nos diplomates à l'étranger et de la culture du ministère. De plus, malgré le fait que le ministère savait qu'il y aurait beaucoup de départs à la retraite, aucun concours de recrutement d'agents du service extérieur n'a été organisé pendant 7 ou 8 ans. Ceci a amené un affaiblissement graduel de la qualité des avis fournis aux ministres et au gouvernement. De plus, une succession de 5 ministres des Affaires étrangères depuis 2015 n'a pas aidé à développer l'expertise requise à ce niveau et de construire un réseau de contacts. Ajoutez à cela un nombre croissant de nominations politiques à des postes d'ambassadeurs dans nos plus importantes missions à l'étranger, ce qui n'est pas une recette pour être pris au sérieux par nos partenaires. À cet égard, le Royaume-Uni, la France et le Japon n'ont à peu près jamais de nomination politique. Pour vous donner un autre exemple des règles qui ont été abandonnées, autrefois, à Washington, Londres et Paris, si l'ambassadeur était anglophone, son ou sa numéro 2 était francophone et vice-versa. Ceci pour des raisons d'unité nationale assez évidentes. Quelle est la situation actuellement? Les numéros 2 à Londres et Washington sont anglophones, même si les ambassadeurs sont aussi anglophones. Cependant, je félicite la ministre Joly qui a bien compris que son ministère avait besoin d'une attention urgente et qui essaie de rebâtir son expertise. Cela prendra plusieurs années et j'espère qu'elle aura les ressources pour mener à bien sa mission. Je vous recommande aussi de lire le rapport que le Sénat a récemment publié, qui s'intitule « Plus qu'une vocation, le Canada doit se doter d'un service extérieur adapté au 21e siècle » et il comprend plusieurs recommandations intéressantes. Nous sommes dans un monde où la démocratie est mise à rude épreuve par les autocraties qui se rassemblent. Ainsi, l'Ouest est en compétition avec la Chine, en guerre avec la Russie et en confrontation avec la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela. Comme le disait notre ancien collègue Anne et à moi et à nombre d'autres fellows ici, Colin Robertson, l'Ouest a besoin d'une stratégie globale avec des stratégies nationales appuyées par une diplomatie qui repose sur le renseignement et des forces militaires formées aux nouvelles technologies et avec les outils requis à l'ère numérique. En conclusion, il faudrait aussi, à mon avis, que le Canada augmente les budgets consacrés à la défense, particulièrement dans le nord canadien. D'ailleurs, des investissements accrus en navires, sous-marins, avions pourraient tous compter dans nos dépenses consacrées à l'OTAN. Et il faudrait aussi plus de ressources pour le développement international.
Le Canada a déjà eu beaucoup d'influence en Afrique grâce à nos programmes d'aide, mais nous avons abandonné nos investissements passés. Il ne faut pas chercher plus loin, à mon avis, la raison pour laquelle nos 2 dernières campagnes pour siéger au Conseil de sécurité des Nations unies ont été des échecs. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci, ambassadeur Saint-Jacques. Comme je vous l'ai dit, on va attendre la fin pour poser les questions. Je donne la parole à Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup. Je vais prendre une approche un peu différente. Pas trop déprimer la salle, par contre. Je suis optimiste de nature. Ah bon? Ben, voyez-vous, quand on est diplomate, on peut imposer ses propres définitions. C'est pas celle qu'on trouve dans le dictionnaire. Oui, j'aimerais juste mettre sur la table quelques considérations. La politique étrangère du Canada vers une nouvelle diplomatie pragmatique. La politique étrangère du Canada, ça inclut la diplomatie et c'est également la politique de défense du territoire, la souveraineté. Et tu as fait allusion d'ailleurs à la toute fin. Donc, une politique de défense. La politique étrangère, c'est plus large que la diplomatie. Et j'aimerais dire tout de suite que c'est plus large que le ministère des Affaires étrangères, de l'Immigration, et ce dont on a parlé plus tôt, ou des diplomates. La perception qu'on a du Canada à l'étranger et la perception que les Canadiens ont de leur place dans le monde dépend en 2024 sur toutes sortes de Canadiens. Les compagnies, la société civile, l'aide humanitaire, et c'est un ensemble. Et quand on parle d'une diplomatie pragmatique, le mot pragmatique, de l'étymologie, ça vient d'affaires, action, etc. Dans le langage de notre ministre, je crois, c'est une façon peut-être de se démarquer du discours qui était, à mon avis, trop prononcé sur les valeurs et de le recentrer un peu plus sur les intérêts. Diplomatie pragmatique, moi, je comprends ça comme étant, on va se concentrer sur les intérêts du Canada. Et ça, j'applaudis. Parce que nous avons des intérêts qui sont basés sur des valeurs. Mais à l'étranger, quand on arrive pour imposer ces valeurs, comme par exemple les États-Unis à la chute du mur de Berlin, on voit où ça nous mène. Il n'y a pas grand monde qui aime ça. Alors, je crois que ça, c'est assez important. Maintenant, on n'est pas dans le même contexte d'il y a quelques années. Oui. Merci. Le contexte vous m'entendez? Oui. Le contexte est... Oui. On n'est plus dans, on le sait, on n'est plus dans le même ordre international qu'il y a, disons, 2 décennies. On le voit simplement à ce qu'on dit des Nations unies. On critique beaucoup les Nations unies parce que dans notre imaginaire, je parle les gens un peu partout dans le monde, on aimerait que les Nations unies apportent des solutions. On aimerait que les Nations unies soient l'endroit où on puisse régler les problèmes, où s'il y a des crises, on puisse les résoudre, s'il y a des crimes, on peut amener ces gens-là pour être devant un tribunal, pour être tenus responsables. Mais ça ne marche plus comme ça. On a une série de joueurs de très grande puissance, comme la Chine, les États-Unis, on a la Russie, on a d'autres pays qui considèrent que leur vue du système international, où ils jouent un rôle beaucoup plus central qu'auparavant, est très important. Ce qui fait qu'on ne peut plus, comme un pays moyen comme était le Canada, compter sur une architecture juridique internationale pour nous protéger. On est beaucoup plus laissé à nous-mêmes, en fait. Et on est laissé à nous-mêmes, bien sûr, sachant que nous sommes les voisins des États-Unis. Mais avec l'incertitude des élections prochaines aux États-Unis, on s'y prépare d'ailleurs, mais on ne sait pas jusqu'à quel point on va pouvoir compter sur les États-Unis pour assurer notre prospérité économique et notre sécurité. Alors, c'est un monde qui est en fait plein d'incertitudes. Donc, dans la diplomatie pragmatique, il va falloir choisir selon nos intérêts
comment on va faire affaire avec différents pays. Ce qu'on ne faisait pas, ce qu'on ne faisait pas autant, je crois, jusqu'à maintenant, par la force des choses. Un autre élément que j'aimerais présenter, c'est, tu y as fait un petit peu allusion, mais c'est le caractère multiethnique, bien sûr, du Canada et ce que j'appellerais la politique des diasporas. On a toujours eu des groupes importants. Le Canada est allé en guerre pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il y avait une forte descendance britannique encore de première génération au Canada. Aujourd'hui, les groupes plus importants sont asiatiques et ça apporte d'autres sortes de considérations. Il y a aussi ce que ça amène, c'est non seulement l'influence de certains lobbies ou possiblement le déplacement de questions politiques internes dans ces pays au Canada, où on devient un champ de bataille de ce qui devrait se décider en Inde ou en Chine. On a aussi le mélange maintenant des enjeux domestiques, si je peux dire, de politique interne avec la politique étrangère. Vous avez remarqué comment au Parlement canadien, le projet d'appui à l'Ukraine a été, si je peux dire, boycotté par les conservateurs parce que dans ce texte, il y avait une référence à la taxe du carbone. Alors ça, c'est un bel exemple de mélanger, de faire du politicaillage, en fait, sur un enjeu de politique étrangère qui, par ailleurs, vous l'avez souligné en parlant du sondage tout à l'heure, bénéficie quand même encore jusqu'à maintenant d'un appui des Canadiens. En fait, une autre considération que j'aimerais comme ça apporter pour susciter des questions plus tard, c'est qu'est-ce que le Canada peut apporter? Ceux qui étaient présents au panel précédent sur l'Ukraine auront compris que nous n'avons pas la force industrielle, capacité manufacturière. On n'a pas déclenché ici une économie de guerre, comme on s'apprête à le faire dans certains pays en Europe. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ce n'est pas de ce côté qu'on se démarque, mais par contre, on s'est toujours démarqué, et ceux qui ont fait le multilatéral le savent, par nos capacités, je dirais, mais de façon positive, intellectuelle. On connaît le système multilatéral, on peut aider à trouver des terrains d'entente entre différentes parties. On est sensible aux différentes cultures. J'entendais la juge Louise Otis, que certains doivent connaître et qui est une juge de réputation internationale qui est présente dans bien des forats, qui disait le Canada devrait mettre de l'avant ses talents parce qu'on a les ressources humaines pour ça en médiation. Regardez la Norvège ou la Suisse, ça ne fait peut-être pas les manchettes, mais c'est quelque chose qu'on apprécie. Et tout ça pour, je vais conclure là-dessus, revenir à qu'est-ce qui compte dans une politique étrangère, c'est bien sûr de défendre ses intérêts et sa population. Et c'est peut-être parce que j'étais ambassadeur au Saint-Siège que vous allez comprendre ce que je dis. Et c'est aussi agir pour le bien de tous, d'apporter une contribution positive internationalement. Merci. Merci, Madame l'ambassadrice. Professeur Massy. Alors, contrairement à mes chers collègues et estimés, je ne suis pas diplomate de carrière, donc la seule diplomatie que j'exerce, c'est comme directeur du département à travers les professeurs ici. C'est quand même du travail diplomatique important, mais pas de la même nature que mes collègues, donc mon point de vue sera peut-être un peu différent. Je prendrai d'abord mon premier chapeau de co-directeur du réseau d'analyse stratégique pour aborder le sujet. Le réseau que j'ai cofondé avec Stéphanie Von Lacky, l'Université Queen's, il y a à peu près 3 ans maintenant. 4 ans bientôt, visait à rassembler les chercheurs francophones à travers le pays qui s'intéressent aux questions internationales pour développer un centre de réflexion. Le réseau, il est financé par le ministère de la Défense nationale du Canada. Parce que le ministère des Affaires étrangères du Canada, lui, ne finance pas la recherche intellectuelle à travers les universitaires sur les questions internationales. Et je crois que ça, déjà, ça en dit long sur l'importance que l'on accorde à la réflexion sur les affaires internationales au Canada. Je souhaiterais qu'il y ait ce type de programme-là qui soit mis de l'avant par le ministère, qu'il y ait aussi plus d'échanges entre universitaires et le ministère. Je sens les choses changer dans les derniers mois. Je pense qu'il y a une prise en compte de ceci, mais c'est quelque chose qui est très nouveau, très récent pour le Canada. Et je crois qu'il y a largement place à amélioration.
Mon point de départ sur cette thématique, je vais prendre ce qui est écrit sur le site de l'IEIM comme synopsis de ce panel. À travers l'idée de l'adoption d'une diplomatie pragmatique, le Canada semble avoir pris la mesure des changements qui se déroulent dans le monde. Non, je ne crois pas que le Canada semble avoir pris la mesure des changements dramatiques qui ont cours dans le monde, que ce soit la fragmentation de l'ordre international libéral interne, on l'a dit, avec la menace de la démocratie pour les démocraties occidentales et la division qui opère présentement, mais aussi la fracture entre ce qu'on appelle le Sud global et le Nord occidental aussi qui s'accroît. Ensuite, on continue. Cette nouvelle approche permettra-t-elle de rétablir des liens avec des pays ayant des points de vue différents de ceux du Canada? Possiblement. C'est l'idée même du principe de diplomatie pragmatique. La raison pour laquelle Mélanie Joly a insisté sur ce terme, c'était pour se distancer, Anne y a fait référence, avec la diplomatie dite de principe du gouvernement conservateur de Stephen Harper. La question qu'on doit se poser, c'est y a-t-il eu un changement qualitatif ou quantitatif de diplomatie entre les deux gouvernements? Si la réponse est non, comme je le suggère, la manière qu'on appelle notre diplomatie n'a pas d'importance. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'on discutait avec Robert tout à l'heure. L'important, c'est qu'est-ce que le Canada fait plus que ce qu'il dit. Parce que contrairement au dicton où on devrait parler doucement mais avoir un gros bâton, le Canada a plus une tendance à parler très fort avec un tout petit bâton. Ce qui fait qu'on ne l'écoute pas beaucoup. Et vous en conviendrez de votre expérience, je crois. Et je pense que ça découle notamment je ne sais comment dire en français, d'un hubris, d'un sentiment de supériorité morale qui est basé sur une méconnaissance, je pense, de l'histoire diplomatique du Canada. Le mythe principal que les étudiants qui viennent ici prendre des cours de sciences politiques en politique étrangère canadienne soulèvent à chaque fois, c'est que le Canada avait une très grande diplomatie à l'époque de Suez, parce qu'on a participé à résoudre ce conflit qui opposait, bien sûr, Israël avec des pays arabes de la région. Mais la diplomatie canadienne en 1956 ne s'est pas opérée entre Israël et ses voisins. Elle s'est opérée entre Paris, Londres et Washington. Et c'est ça qu'on méconnaît. On méconnaît l'endroit, l'espace géopolitique où le Canada a une oreille attentive. Et il est au sein de cet ordre international libéral et beaucoup moins entre le Nord et le Sud. Alors, quand j'entends Mme Joly nous dire que notre boulot en tant que pays qui parle à plusieurs pays, c'est de convier les gens à la table des négociations, j'aimerais savoir de quelle table il s'agit. Car on n'est pas invité aux grandes tables de négociation qui impliquent les conflits internationaux actuellement. À ma connaissance, notre appel au cessez-le-feu à Israël ne nous a pas amené à une table à être médiateur. Notre appel à la paix en Ukraine, comme je le disais tout à l'heure dans le panel précédent, passe par donner les moyens à l'Ukraine de négocier en position de force et on n'est pas au rendez-vous. Et c'est certainement pas en déclarant des grands principes comme on voudrait l'intégrité territoriale de l'Ukraine que ça va arriver, comme par magie. D'autant plus que c'est au sein de cet appareil occidental-là que s'effrite le soutien. Et s'il y a un endroit où le Canada peut exercer, je pense, beaucoup plus d'influence, c'est de préserver cette solidarité transatlantique qui est menacée de manière la plus importante depuis la création de l'OTAN en 1949. Quand un aspirant président américain, qui a des très bonnes chances, selon les sondages, d'être le prochain président des États-Unis, encourage les ennemis de ses alliés à agresser et envahir les membres de l'OTAN, c'est, à mon sens, du jamais vu. Le Canada était un des principaux acteurs pour créer cette alliance transatlantique-là parce qu'on y voyait un intérêt de ne pas être pris seul avec les États-Unis pour se défendre et de réunir nos familles transatlantiques qui préservaient l'unité nationale, qui est toujours le cas présentement, mais qui aussi unissaient nos démocraties et nos économies. Au plan commercial, on y a réussi avec nos accords de libre-échange, même si ça aussi, ça peut être remis en question par un nouveau président. Mais au niveau diplomatique, je pense que cette unité-là s'effrite de l'intérieur. Et c'est là où on devrait, je pense, comme Canadiens, avoir plus d'action que sur les entreprises pour préserver cette unité-là. Car je serais, moi, pessimiste, notre capacité d'influence hors Occident s'effrite.
Et ce n'est pas les commissions d'enquête sur les ingérences étrangères qui vont nous donner une capacité diplomatique d'influence avec l'Inde ou la Chine. Au contraire, on va voir sortir dans les prochains mois beaucoup d'informations qui vont rendre plus difficiles et encore plus tendues nos relations avec ces grandes puissances émergentes. Donc voilà, j'arrêterai pour mon promo préliminaire. Alors, merci aux trois. Les trois, je vous ai vu prendre des notes pendant que vos collègues parlaient. Alors, j'aimerais avoir vos réactions. Je vais commencer avec Madame l'ambassadrice sur ce que vos deux collègues ont dit. Merci. Quand on commence à être diplomate, on prend toujours des notes. J'aimerais apporter un petit bémol, Justin. La raison pour laquelle vous avez lu dans mon cursus ici que j'ai été ambassadrice pour la région des Grands Lacs d'Afrique, c'est directement parce que le Canada, mes prédécesseurs, parce que j'étais la deuxième ambassadrice, il y en avait un avant, avait été choisi précisément, le Canada avait été choisi précisément parce qu'on avait la confiance de toutes les parties. Et c'était la zone de guerre. Hein. C'est les pays voisins de l'Est du Congo. Personne ne se parlait pas beaucoup. Ça se tirait encore pas mal dessus aujourd'hui. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. La contribution du Canada en termes de pays qui n'a pas de parti pris entre, disons, des pays qui veut vraiment contribuer à l'arrêt des combats, etc., et qui a une expertise est reconnue. Faut pas. Ensuite, si on regarde encore en Afrique, la fameuse, comment on dit, en tout cas la zone de libre-échange en Afrique, la ZLECA, ce sont des diplomates canadiens experts dans les accords, les traités commerciaux internationaux qui ont été appelés pour coacher les gens qui négociaient aussi. Donc, ça ne fait pas les manchettes, mais c'est ça que je veux dire, l'expertise intellectuelle ou le savoir-faire. Et il y a des exemples dans la médiation aussi. Donc, il faut quand même restaurer un peu l'équilibre ici. Je vais m'en tenir à ça maintenant. Pas de réponse. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais je ne remets pas en question ces cas, je serai provocateur, ces cas anecdotiques de médiation canadienne par rapport à l'idée que ce qui distingue le Canada, si je prends les propos de Mme Joly, c'est sa capacité à réunir les pays. Moi, je ne le vois pas. Je suis de l'externe. Et c'est ça la difficulté si on analyse la diplomatie quand on est juste un professeur d'université, qui ne la faisons pas. La diplomatie, vous en conviendrez, se fait hors des caméras. Ne se fait pas devant grand public, ne se fait pas public. Elle se fait souvent dans les corridors et à travers des canaux, disons, non. Et donc, c'est difficile pour le public général de voir les réalisations diplomatiques qui sont exercées. C'est vrai. Et ça me rappelle deux choses. La première, c'est que quand Obama a rétabli les relations avec Cuba, le lieu de certaines de ces rencontres, ça a été ici, au Canada. On ne l'a pas crié sur les toits. Et pour ceux qui se demandent dans l'ère de la transparence, il y a une très grande différence entre les informations privées, les informations confidentielles, et non, il n'y a pas un droit au public de tout savoir tout de suite au moment où ça se passe. Ambassadeur Saint-Jacques, vous voulez partager vos notes? Oui, très volontiers. En fait, je dirais que c'est une question de nuance, tout ça. Puis, à mon avis, c'est clair que le Canada est beaucoup moins influent qu'on l'a déjà été. Puis, mais il faut reconnaître aussi que, toutes choses étant égales par ailleurs, là, que notre rôle était, somme toute, modeste. Mais nous avions une plus grande pertinence. Et c'est ce que je pense qui est la principale différence. Puis la pertinence, ça vient avec de l'expertise, avec la contribution. C'est pour ça que tantôt, je mentionnais l'Afrique. Mon premier poste, moi, ça a été à Kinshasa. Puis à l'époque, dans les années 70, Kinshasa, le président Mobutu était très habile parce qu'il cultivait les liens avec l'Union soviétique, avec la Chine, avec les États-Unis. Puis il ne fallait pas que le Zaïre, comme c'était appelé à l'époque, tombe parce qu'il y avait des minéraux stratégiques, beaucoup de cuivre, beaucoup de cobalt. Et donc, ça justifiait une présence importante qui se traduisait par un important programme d'aide au développement. Puis aussi,
en fait, cette pertinence-là, et puis les contacts qu'on avait, puis les contacts, ça s'établit avec des visites de ministres, avec des visites de premiers ministres, développer un réseau de contacts, une familiarité. Et ça nous aidait beaucoup dans notre relation la plus importante à Washington, parce que quelqu'un comme Jean Chrétien ou Brian Mulroney pouvait parler à Ronald Reagan, puis il disait, ben voici ce que le président français m'a dit. Puis, Reagan appréciait beaucoup ce point de vue-là. Puis, c'était la même chose du temps de Chrétien. C'est que ça, c'est une question, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? Puis, le Canada apportait une valeur ajoutée et il était pris plus au sérieux. Puis, il y a eu de belles initiatives. Le traité sur les mines antipersonnelles, le traité qui a été négocié à Ottawa sur j'oublie le nom exact, où on peut survoler le territoire des autres pays avec un Open Sky. Ça a été négocié à Ottawa. Puis, on se servait aussi beaucoup mieux du système multilatéral. Puis, c'est clair que le système multilatéral est très affaibli maintenant. Puis, il faut essayer de le renforcer. Puis, c'est clair qu'il faut donner une plus grande voix au Sud global. Puis je pense que c'est ça le défi. Et puis du côté pragmatique, c'est ça, je n'ai pas élaboré tantôt parce que, vous savez, mais je suis un peu surpris que le gouvernement libéral n'ait pas rétabli les relations diplomatiques avec l'Iran. À mon avis, il faut avoir des relations avec tous les pays parce que c'est la meilleure façon, en ayant des diplomates sur le terrain, d'avoir une appréciation, d'essayer d'établir des réseaux de contact. Puis aussi, très souvent, le travail de diplomate, ça se fait aussi avec d'autres diplomates. Parce que vous comparez vos notes. Moi, quand j'étais ambassadeur à Pékin, j'avais 5 ou 6 réseaux d'ambassadeurs sur des sujets particuliers. Puis j'avais, par exemple, invité à la maison un groupe d'ambassadeurs africains qui étaient très heureux parce qu'ils disaient, il n'y a jamais personne qui nous parle. Puis on connaît l'importance des relations entre la Chine et l'Afrique. Puis moi, j'avais connu ça quand j'étais ambassadeur au changement climatique. Puis on était en pleine négociation. Puis mon ami du Zaïrois dit il énonce une politique, puis c'est la politique de la Chine, la position de la Chine. Puis je vais le voir après. Puis j'ai dit voyons donc, c'est pas dans vos intérêts, c'est contre vos intérêts. Pourquoi tu. Il dit Guy, combien ton pays a investi dans mon pays? J'ai dit à peu près $1 milliard. Il dit combien la Chine a investi. J'ai dit merci beaucoup pour ta réponse. C'est que c'est ça, la Chine a été très habile. Elle a cultivé là, avec la grande initiative, la ceinture, la route, puis elle sert des parties du corps humain délicates dans des négociations. Et ces pays-là n'ont aucun choix que de. Il faut il faut connaître le grand succès de la politique chinoise. Puis nous, on a été un peu observateur de ça, pas attentif, puis on a raté des occasions. Et je pense, par diplomatie pragmatique, il faut investir du temps, il faut bâtir des relations, il faut rappeler qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, puis essayer de recréer ces réseaux-là et de rebâtir la pertinence et la valeur ajoutée qu'on avait. Vous avez, parce que je veux rebondir sur quelque chose qu'il a dit. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre allocution de nomination politique, de manque d'expérience. Est-ce que vous vous sentez entendu par le gouvernement libéral aujourd'hui? Vous venez de dire vous partagiez des notes avec vos homologues. Est-ce qu'on vous écoute? Bien, en fait, je vais faire ça. Je vais donner. Il va y avoir 2 parties à ma réponse. La première, quand j'étais diplomate, le rôle d'un ambassadeur, c'est ça, c'est pas une sinécure. Là. Il faut que vous soyez capable le matin de faire une démarche sur une question très épineuse qui concerne les droits de la personne, par exemple. L'après-midi, vous allez être avec Bombardier pour essayer de les aider à vendre des trains à haute vitesse. À l'époque, c'était le cas, ou des avions. Puis le soir, ben, vous allez offrir une réception pour les grands ballets canadiens. Et puis, vous devez gérer une grosse équipe, et analyser tout ça aussi sur le plan politique, faire des recommandations à Ottawa, essayer d'influencer les politiques, mais on est toujours à la merci de nos maîtres politiques, parce que moi, j'ai vécu
beaucoup de situations où je voyais le premier ministre utiliser mes recommandations, mais j'en ai vu d'autres où on a eu l'air un peu fou parce que le premier ministre n'était pas bien préparé. Puis, c'est une autre question qu'on pourrait développer, la relation entre les diplomates et le personnel politique. Parce que c'est quelque chose où il peut y avoir des relations tendues, puis il y a des anecdotes drôles là-dessus, puis d'autres qui sont un peu moins. C'est que donc, il faut toujours espérer que la machine va fonctionner et que les avis, et quand on prépare une visite d'un premier ministre, que tous les points de vue vont être pris en considération, que ça va se refléter dans les points de discussion. Le deuxième aspect, depuis que j'ai quitté le ministère, moi, ce que je dis, pour reprendre ce que Justin disait tantôt, ce que j'ai recommandé à Mme Joly, j'ai dit, il faut que vous développiez des liens avec les milieux universitaires. C'est essentiel parce que je regarde, je disais tantôt que l'expertise du ministère s'est affaiblie, puis il y a tellement de nouveaux sujets. Quand j'étais responsable du recrutement, j'étais allé faire une présentation à l'Université de Sherbrooke, puis je disais, on voyait que les problèmes reliés aux religions étaient de plus en plus importants. Je disais, je vais être obligé de recruter un théologien. J'ai vu un gars dans le fond de la salle qui a eu un beau sourire, puis il est venu me voir après, il était en train de faire un doctorat en théologie. C'est ça que j'ai dit, ben, c'est ça. Et puis, actuellement, je pense dans bien des sujets comme là, l'intelligence artificielle, il y a 0 expert. C'est qu'il faut qu'un ministère soit agile et qu'il aille chercher l'expertise, puis les milieux universitaires sont sous-utilisés. Puis, moi, je ne me gêne pas à donner mon avis. Quand les deux Michael ont été arrêtés, moi, j'ai dit, la seule position que la Chine va comprendre, c'est une position de fermeté. Essayez pas de penser que le gros bon sens va prévaloir, qu'en étant gentil, on va reprendre. Remettez les pandas dans l'avion, on les retourne en Chine, sacrez dehors les athlètes olympiques chinois qui s'entraînent au Canada, l'amitié est partie, la confiance est partie. Puis il faut être ferme, mais on a un peu ce problème-là en Canadien. On pense qu'on est des bonnes personnes, puis qu'en étant gentil, on va réussir. Mais est-ce que vous vous êtes senti entendu lorsque vous avez fait ces recommandations-là? Est-ce qu'on vous répond? Est-ce qu'on vous... En partie, je dirais que... Puis aussi, moi, c'est clair que je ne reçois pas de carte de Noël de M. Trudeau, mais je dirais que dans certaines parties de la machine bureaucratique, je suis plus entendu maintenant. Oui. Très bien. Vous aviez un commentaire, ensuite je passe à l'ambassadrice. Oui, ben, je voulais juste revenir tout à l'heure sur ce qui était dit sur la diplomatie, que comme universitaire, on ne peut pas mesurer, je disais, ce qui se discute dans les corridors parce que c'est intangible, mais on peut mesurer ce que j'appelais tout à l'heure le bâton, c'est-à-dire combien on dépense, qu'est-ce qu'on fait. Et quand on regarde l'évolution des dépenses d'aide au développement du Canada, 2023 est en déclin par rapport aux années précédentes. Jamais aussi bas que sous le gouvernement Harper, ça, il faut le reconnaître, mais que ce soit en dollars constants ou en pourcentage du PIB, le Canada n'est pas au rendez-vous. Et ceci explique en partie aussi les moyens qu'on peut donner à nos diplomates pour exercer de l'influence sur le terrain. Je pense que si on était sérieux avec du pragmatisme, ben, le pragmatisme, ça se compte. Il y a des dollars derrière. Et le déplacement d'influence que la Chine a réussi à faire en Afrique et au Moyen-Orient et en Asie de l'Est également est dû notamment aux dollars qui sont investis, mais il y a plus que ça. Le Canada aussi, dans les dépenses militaires, comme vous le savez, bien sûr, c'est en baisse, jamais aussi bas que sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper non plus, qui a aussi également bien sûr baissé ça et ça pourrait être encore le cas si on a un premier ministre, Pierre Poilievre, qui a annoncé qu'il était pour réduire l'aide au développement pour atteindre le déficit zéro, notamment. Donc, on peut penser que ça serait une tendance aussi qui serait répétée. Malheureusement, en politique étrangère, ça ne donne pas des votes, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est facile de couper là lorsqu'on veut équilibrer les budgets plutôt que les grands programmes sociaux. Ça se mesure également. Les opérations de paix aussi, ça se mesure. Combien de soldats canadiens ont été réellement déployés dans les opérations de paix suite au grand discours du retour du Canada en 2015? Pas grand-chose. Pendant 1 an et quart seulement au Mali, on est retourné. Et le Mali aujourd'hui, est-ce que ça va mieux?
Donc, les campagnes de désinformation aussi, où on pourrait faire une différence des États étrangers qui tentent de pousser des narratifs qui sont contre les intérêts des démocraties libérales. Là aussi, le Canada pourrait jouer un rôle beaucoup plus grand. Ces éléments-là se mesurent de manière quantitative et dans le temps, et le Canada n'est pas au rendez-vous. Donc, les discours, c'est très intéressant. Les mots-clés pour se distinguer de nos adversaires en des fins électorales, ça peut servir des intérêts partisans, mais concrètement, sur le terrain, ça prend des moyens, une volonté et une persistance de cette diplomatie-là dans le temps qui doit être établie sur un consensus bipartisan que l'on n'a pas parce qu'on fait de la politique étrangère une question partisane, un wedge issue au Canada pour piquer l'autre, comme on l'a fait avec la question d'accord de libre-échange avec l'Ukraine, qui n'a aucun rapport. Premièrement, oui, c'est bien l'accord de libre-échange avec l'Ukraine, mais il faut donner des moyens militaires pour qu'il puisse continuer d'exister. Premièrement, c'est là où on devrait mettre davantage d'attention. Et l'autre, la question de taxe carbone, c'est complètement ridicule par rapport aux enjeux qui ont cours avec la volonté ukrainienne de joindre l'Union européenne. Donc, on voit juste avec cet exemple-là le sérieux que l'on porte à notre diplomatie. Malheureusement, je suis désolé, moi, je suis très pessimiste. Si je pouvais ajouter aussi quelque chose où le Canada va devoir agir, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de grands problèmes internationaux où, livrés à nous-mêmes, on n'a pas d'influence. Si je prends l'exemple de la Chine, il faut développer des alliances concrètes entre pays amis. Il y a eu un bon pas qui a été fait avec la déclaration sur la prise d'otages dans les relations d'État à État. Maintenant, on est au stade où il faut mettre des dents à cette déclaration-là pour s'entendre sur des mesures concrètes, des sanctions qui seraient appliquées par les signataires en cas de si un pays ose prendre des gens en otage. Mais aussi, c'est clair parce que, par exemple, je mentionnais tantôt la question des droits de la personne. La Chine, à toute fin pratique, refuse d'en discuter, même si on lui rappelle qu'elle a signé des conventions des Nations unies. Puis elle dit, le principe que vous ne pouvez pas vous mêler de nos affaires. Mais si on a des valeurs, il faut travailler de concert avec les pays amis et développer des stratégies communes parce que le message de la Chine, moi je le répète souvent, c'est simple, on n'a pas de problème à ce que la Chine soit une superpuissance, mais il faut qu'elle joue les règles du jeu, qu'elle cesse son comportement de voyou en prenant des gens en otage ou en appliquant des tarifs prohibitifs et qu'elle respecte ses engagements. Parce que aussi, la Chine a toujours un double langage. Récemment, là, pour l'année du dragon, Poutine et Xi Jinping se sont parlé, puis ils ont rappelé leur attachement aux Nations unies, au droit international. Bien, comment vous réconciliez ça avec l'invasion de l'Ukraine? Puis il faut les challenger à chaque fois qu'ils utilisent ce double langage-là. Vous avez un commentaire? Je vous pose une question aussi. Oh, allez-y. Et ensuite, j'ai une question pour vous et après, on passe à vos questions. Donc, tout à l'heure, vous avez mentionné, vous avez dit peut-être moins de valeur, plus d'intérêt. Que devraient être nos intérêts aujourd'hui et où? Et ambassadeur Saint-Jacques, après, vous pouvez nous expliquer comment la prochaine fois, on sera admis au Conseil de sécurité. Ce que ça prendra. Alors, voilà. Alors, je vais venir à votre question, mais avant, deux petites précisions pour rassurer Justin. Quand j'étais, à un moment donné, à Ottawa, j'étais directeur général des politiques et nous avions un budget et nous financions des universitaires. Alors, ça a existé. C'est très délicat aussi parce qu'il ne faut pas apparaître comme on utilise les universitaires pour faire des études orientées. On dit ce qu'on veut de toute façon. Oui, mais ça, c'est moins agréable. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai été la première directrice de cet institut, c'est que le professeur Jacques Lévesque a eu l'idée de le créer. Et les affaires étrangères, nous nous connaissions à cause de l'Union soviétique, Moscou, et il s'est tourné vers les affaires étrangères pour avoir de l'appui financier. Et l'appui financier est venu sous forme de quelques dollars et de moi. Donc, c'est une façon d'appuyer ce qui était avant le Cerium, le premier centre d'études de relations internationales. Donc, prends courage, la vague va remonter. Ensuite, vous avez posé avant la question sur les nominations politiques. Et la chose la plus importante dont il faut se rappeler, ce n'est pas unique au Canada, c'est que la politique étrangère, c'est vraiment le domaine du premier ministre ou du président, c'est le premier ministre.
Et il n'y a pas un premier ministre qui n'aime pas faire partie d'un club select, le G20, le G7, le ceci, le cela, être vu avec les... Alors, il tient vraiment ça en main. Alors, le premier ministre nomme les chefs de mission, les ambassadeurs. Le problème, c'est qu'en ce moment, le balancier va vers les nominations de personnes que lui connaît personnellement par rapport à ce qui a grandi, si on veut, dans la profession. C'est ça qu'on constate en ce moment. Mais, et comme j'aime le rappeler, c'est pas parce que le premier ministre a fait une nomination politique dans un certain poste que cette personne va continuer de bénéficier du même accès et là, le mot très important, de la même confiance du premier ministre qu'avant que cette personne soit nommée. Ça peut être un remerciement pour service rendu. Les services sont rendus, je te nomme à tel poste. Ça peut être également complètement différent, par exemple, à Beijing. Mais ce qui est clé ici, c'est que c'est quand même la prérogative du premier ministre d'avoir une personne de confiance. C'est ça la chose qui est la chose primordiale. Ensuite, oui, une politique qui est une politique étrangère qui n'est pas seule. Hein? Elle est avec la politique de défense. Elle est bien sûr reliée. Toute politique étrangère n'est que la politique domestique élargie. Alors, quels sont les intérêts? Ce sont les intérêts du pays, son intégrité territoriale, sa souveraineté, la protection et la vie sociale, enfin, de sécurité économique, je dirais, de ses habitants. Et la politique étrangère doit venir en appui à ça. Et ça peut varier. Une chose que j'aimerais introduire, c'est qu'avec le nouvel ordre, qui n'est pas un nouvel ordre, ce qu'on voit, c'est des configurations multiples. Alors, quels sont les alliés du Canada? Bien, pour l'accès aux terres rares, c'est peut-être un groupe de pays. Pour la question, je ne sais pas, de la défense de la langue française dans le monde, c'est un autre groupe de pays. On n'est pas obligé d'être dans un carcan pour tout. Et je crois qu'il faut être beaucoup plus agile dans nos... Et c'est là d'où vient le mot pragmatique pour Mélanie Joly. C'est que si on fait, à la limite, comme au début de M. Harper, on ne parle qu'à ceux qui pensent comme nous, mais on ne parlera pas à grand monde. On ne défendra pas beaucoup d'intérêts comme ça. C'est ça, le pragmatisme. Donnez-nous 2 ou 3 exemples de priorités pour le Canada. Concrètement, où devrait-on mettre plus d'aide humanitaire ou d'aide militaire en politique étrangère? Bien, la première priorité de toutes, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on doit changer dans ce qu'on est en train de faire maintenant? On fait bien ce qu'on fait. Il faut en faire plus. Il faut en faire plus. Comme j'entendais François-Philippe Champagne encore à la radio ce matin, il disait qu'il parlait à un des gouverneurs qui le félicitait parce que le Canada était, je ne sais pas moi, le meilleur endroit pour la batterie. Non. Il est le numéro 4 ou 5, c'est ça. un partenaire commercial, parce que la Chine était le plus grand partenaire commercial. Alors, le ministre lui dit, mais non, c'est le Canada, votre plus grand partenaire commercial. Alors, quand notre voisin partenaire commercial avec lequel on a un accord de libre-échange, et on est des voisins depuis qu'ils nous ont envahis en 1812. Ce n'est pas qui est leur meilleur partenaire commercial. On a un problème, puis c'est toujours à recommencer. Alors, moi, je dirais, de tout, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ça pose un problème, parce qu'avec l'Arctique qu'ils font et les sous-marins chinois qui sont là, avec les bateaux scientifiques russes et tout ça, où va notre souveraineté? Qui peut nous défendre? Les États-Unis d'Amérique, mais eux, ils considèrent ça comme une mer internationale. Ce n'est pas notre point de vue. Alors, déjà, ça se complique. Donc, plus aux États-Unis. Les États-Unis, la souveraineté. Deuxième... Ensuite, ça va être la protection de la population dans le sens de ne pas se faire manipuler. On parlait tout à l'heure de cybersécurité et tout ça. Il y a une guerre, Troisième Guerre mondiale, il y a une guerre pour le cerveau des gens, pour la société. Et on a évoqué tout à l'heure la petite dispute entre Zelensky et Zaloujny, son chef d'état-major. Ça a été empiré, envenimé par la propagande russe, tout ça, et ça cause des dommages et ça se répercute ici. Il faut éviter que la société canadienne soit divisée. Et ça ressort de la politique étrangère. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, si vous êtes sur X, sur d'autres réseaux sociaux, il y a des petites capsules d'éducation du public qui se fait. Des mises en garde. Des mises en garde et puis
comment détecter tout ça. Ouais. Et il y a une section entièrement nouvelle aux affaires étrangères qui ne fait que ça. Ambassadeur Saint-Jacques, Oui. comment assurer que qu'on pourra accéder au Conseil de sécurité? Qu'est-ce qu'on doit faire mieux et différemment? Ben d'abord, un commentaire sur ce que Anne vient de dire en ce qui concerne les États-Unis. Moi, j'ai eu 2 affectations à Washington. Je dirais que nous sommes très bien équipés parce que, justement, là, moi, quand j'allais voir un membre du Congrès là, qui avait proposé un projet de loi qui était pour avoir un impact important sur nos exportations de pièces qui étaient utilisées dans la fabrication d'équipements pour épurer les eaux. Et je lui ai dit, bon, savez-vous qu'en faisant ça, vous allez mettre en faillite 4 entreprises dans votre district? Puis elle m'a dit, comment ça? Ben, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait la chaîne d'approvisionnement. J'ai dit, on fournit des pièces qui sont assemblées chez vous. Si on ne fournit plus ces pièces-là, et on était à peu près un fournisseur unique, j'ai dit, vous allez être pénalisé. C'est qu'on est très bien armé pour confirmer comment on est important, mais là où, comme je disais tantôt, on l'est moins maintenant, c'est notre valeur ajoutée. Puis, je dirais, il y a peut-être 2 secteurs où il faudrait qu'on joue un plus grand rôle, et là, ça rétablirait en partie notre crédibilité. Les États-Unis, d'autres pays nous ont imploré de faire quelque chose en Haïti et d'être plus présents dans des opérations de maintien de la paix en Afrique. On est handicapé actuellement parce que nos forces militaires, je pense qu'ils ont une pénurie, il manque d'à peu près 15 000 personnes. Il faudrait investir là-dedans pour reprendre des activités comme ça. Et là, ça enverrait le message, entre autres en Afrique, que le Canada est à nouveau, quand on dit que le Canada is back, là, ça serait concret. On aiderait à maintenir la paix, puis c'est clair que c'est plus difficile. En Haïti, on a 2 experts ici, 2 anciens ambassadeurs qui ont été là, puis, mais je pense que ça pourrait aider, mais c'est un travail de longue haleine, parce que si on regarde contre qui on a perdu la dernière fois, la Norvège, je veux dire, c'est un petit pays par rapport à nous, mais qui sont impliqués, eux, sont impliqués concrètement dans des activités de médiation. Ils ont un plan de développement très élaboré. C'est vrai que c'est ça. Il faut s'inspirer de ça, il faut rebâtir, mais malheureusement, c'est ça, c'est la volonté politique qui n'existe pas, puis que les gens ne comprennent pas. Je disais tantôt le lien entre la prospérité économique et la politique étrangère. Pour moi, c'est évident. Ça va prendre plusieurs années avant qu'on ose représenter notre candidature. Est-ce que ça peut se faire avant les prochaines élections? Non. Non. En fait, 10 ans. moi, je dirais avant, en étant optimiste, peut-être essayer dans 8, 9 ans, 10 ans. Les pays se préparent une douzaine d'années d'avance. Oui, oui. Il faut une stratégie, il ne faut pas juste annoncer, il faut avoir un plan. Bien, c'est parce que c'est ça. On a été négligents. On a. Oui, oui. Ben, en fait, c'est ça. Tout le monde a entendu la question. Ouais, ben, pourquoi Pourquoi une place? En fait, c'est vrai, mais en fait, moi, je pense que le Canada a déjà joué un rôle important, peut jouer un rôle important, mais ce qui est plus important, c'est d'avoir une politique étrangère qui se tienne debout. Ça, c'est ça qui est plus important. Puis, et il va y avoir toutes sortes de retombées positives, mais c'est ça, un peu, c'est la cerise sur le sundae d'aller au Conseil de sécurité. Vous avez ouvert le bal? On va prendre les questions. D'accord. François Audet, combien de temps avons-nous pour les questions? On me pose la question. Bonjour à tous, merci pour vos présentations. Moi, je suis un étudiant en maîtrise en droit, concentration en droit international et politique internationale à l'UQAM. Ma question concerne la manière d'atteindre cette nouvelle diplomatie pragmatique. Je me demande en fait si c'est une tâche qui devrait être assumée exclusivement par le gouvernement fédéral ou bien si d'autres acteurs, notamment des provinces, pourraient jouer un plus grand rôle, ou bien d'autres, si on a d'autres qui pensent que l'ingérence d'autres acteurs
complexifierait la tâche, rendrait plus difficile le fait d'atteindre cet objectif. Je sais que, M. Massy, vous avez écrit un livre sur ce phénomène paradiplomatique, mais ma question s'adresse à tous ceux qui veulent y répondre. Alors oui, tout à fait, la paradiplomatie qui est la diplomatie des États non souverains, dont le Québec, bien sûr, fait figure proéminente, là, avec d'autres États comme l'Écosse ou la Catalogne qui ont certains moyens, sont des acteurs importants qui ont un rôle important à jouer, d'autant plus quand ils ont des compétences, des juridictions explicites à mandat international. Le Québec l'a évidemment en environnement, en immigration en partie, éducation, en santé également. Je pense qu'on peut jouer un rôle. Là où ça peut être négatif, c'est si c'est contre les intérêts de l'État central. Il y a eu pendant longtemps, vous le savez, les années 60-70, des luttes politiques importantes dans le mouvement nationaliste québécois où l'activité internationale du Québec était allée à l'encontre de l'unité nationale et donc ça crée des chicanes. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Peu importe ce que Denis Coderre nous dit, c'est pas l'enjeu politique actuel. Reste que c'est possible d'avoir des provinces qui vont contre les intérêts de l'État fédéral. On a des provinces actives présentement, comme l'Alberta et le Québec, qui vont pas du tout dans le même sens dans nos relations diplomatiques et commerciales ou environnementales sur la scène internationale et qui peuvent compliquer un rôle d'un gouvernement central. Alors, ce qu'il faut, c'est une meilleure concertation entre ces acteurs-là, provinciaux et fédéraux, pour que ça soit fait de manière à décupler le pouvoir et l'influence internationale du Canada et non pas miner son action à travers les divisions. À mon avis, c'est clair que le leadership doit venir du gouvernement fédéral. Mais il y a un rôle important pour les provinces, puis aussi les municipalités. Puis si je prends l'exemple de la Chine, j'ai déjà parlé avec des premiers ministres provinciaux il y avait des relations province à province où j'étais là en Chine quand le maire Drapeau était venu établir la relation avec Shanghai. Puis j'étais là comme ambassadeur 30 ans plus tard quand c'est M. Coderre qui est venu célébrer le 30e anniversaire. Puis ces relations-là, si c'est bien utilisé, ça peut être très utile. Puis pour vous donner un exemple, après le congrès du Parti communiste en 2012, je venais d'arriver à Pékin, puis ma collègue australienne m'a dit « Great, 7 personnes sur 7 qui faisaient partie du comité permanent du bureau politique étaient allées en Australie. » Moi, je me suis dit « Oh, maudit! Combien? » Bien, bonne nouvelle, 6 sur 7. Pourquoi? Dans le cadre de relations de province à province. Puis aussi, l'autre facteur qu'il faut tenir en ligne de compte, comment est-ce que les Chinois voient un premier ministre provincial? Mais ils le voient comme un gouverneur d'une province en Chine. Puis là, il faut se mettre dans la hiérarchie chinoise. Ce n'est pas quelqu'un de très important. C'est pour ça aussi qu'il faut être conscient de ça sur le plan de l'accès, parce que je sais que j'avais déjà discuté avec des premiers ministres provinciaux qui disaient « Comment ça se fait que je ne peux pas voir le premier ministre? » Puis j'ai dit « Écoutez, voici. » Mais c'est que donc, le fédéral a besoin de mettre en place un plan et de mettre à contribution. Puis c'est clair qu'à l'occasion, il va y avoir des frictions. Moi, j'ai organisé la visite de René Lévesque en 1984 en Chine. On marchait sur des œufs. Puis j'ai organisé la visite de Lucien Bouchard je pense que c'était en 96 ou 97. On marchait encore sur les œufs, mais ça s'est très bien passé dans les deux cas. Puis j'espère pouvoir écrire éventuellement là-dessus. Je n'ai rien à ajouter. Très bien. Bonjour, je m'appelle Tim Reed. Je suis un vétéran de 13 missions internationales de paix en tant que militaire et civil. Je voudrais dire que, honnêtement, depuis Jean Chrétien qui a invité Li Peng, le bourreau de Tiananmen, pour convaincre les Québécois de ne pas se séparer du Canada, je vois très peu ni de pragmatique, ni de valeur, honnêtement, dans la politique et la performance canadienne. J'ai passé beaucoup d'années en Afrique. J'ai aussi passé plusieurs années dans l'est de l'Ukraine. Et je dois dire que si on a une possibilité d'augmenter des valeurs et le pragmatisme, on pourrait, par exemple, aller là où on a plus d'avantages comparatifs que d'autres endroits. Par exemple, j'ai remarqué que les Canadiens, c'est bien qu'on aide l'Ukraine, mais il y a des pays beaucoup plus aptes à être placés sur la ligne de front là-bas.
en Estonie ou en Latvie que le Canada. Des pays du coin qui connaissent la région, qui connaissent les armements, qui connaissent la Russie. Et on est là probablement parce qu'on pense qu'ils ne vont pas être utilisés. Par contre, en Afrique, où là, on a beaucoup plus de capacités qui sont intéressantes, là, on peut aider beaucoup plus. Mais on ne veut plus contribuer en Afrique. Au contraire, si je regarde l'automne passé, le ministre Joly, qui a donné 20 millions à l'ONG de M. Dallaire pour faire partenariat avec Paul Kagame et James Kabarebe, qui sont parmi les pires recruteurs d'enfants soldats au monde. Je dois dire que je comprends la colère des Congolais en ce moment, où on a un Canada qui a beaucoup d'intérêts stratégiques en Afrique en général et surtout au Congo, qui ne veut pas contribuer concrètement, et au contraire, avec d'autres pays alliés du Canada, comme la Grande-Bretagne et la France maintenant, aide le Rwanda, qui finance le Rwanda, qui ensuite utilise l'argent qu'on leur donne pour piller le Congo, ce qui nuit à nos compagnies qui essayent d'installer là-bas. Par contre, on voit les Chinois qui, quand nous, on a refusé d'envoyer un contingent, peut-être que l'ambassadeur se souvient de ça, la Chine a envoyé son premier contingent d'ingénieurs et un hôpital de campagne au Congo. Là, maintenant, le Canada était beaucoup tassé du Congo et la Chine s'est pris la première place. Donc, je voudrais avoir vos pensées, vos commentaires peut-être par rapport à ces idées-là et aussi peut-être impliquer plus les praticiens, les gens du terrain et non seulement les universitaires dans la réflexion sur la politique canadienne. Merci. Merci. Madame l'ambassadrice, est-ce que le Canada manque le bateau par rapport à l'Afrique? Non, mais c'est une bonne habitude de réfléchir avant de parler. Il y a 55 pays en Afrique. Alors, ça, c'est une des premières choses. C'est pas un bateau. Il y a 55 petites chaloupes, peut-être, ou des grosses, mais il y a des intérêts qui ne sont pas les mêmes en Afrique du Sud qu'en Algérie, parce que le nord de l'Afrique, ou l'Éthiopie, ou le Cameroun, que j'ai bien aimé, c'était mon premier poste d'ambassadeur, c'est pas mal différent. D'abord. Et c'est... quand on regarde ce qui se passe en Afrique, je ne veux pas tomber dans la propagande pour aider les Russes, ils n'ont pas besoin de mon aide, mais l'Afrique, la plupart des pays en Afrique pensent par eux-mêmes. Ils ne sont pas obligés de se définir par rapport France-Afrique, par rapport Russe-Afrique, par rapport Chine-Afrique. Alors, l'idée, c'est pour je crois que la guerre en Ukraine a mis le projecteur sur des agissements de la Russie dans bien des parties du monde. J'ai parlé plutôt de la Palestine, pardon, des Palestiniens qui vont à Moscou, mais leur implication sur le continent africain est très intéressante aussi. Mais il y a aussi, en bon français, le pushback. Hein? Après avoir être passé par une période où la France était très présente dans certains pays et la France maintenant a quitté ces certains pays, les gouvernements africains ne sont pas prêts nécessairement à se dire maintenant on va changer, puis on va en avoir un autre qui va venir nous dire quoi faire, puis de qui on va dépendre. Alors, est-ce qu'on manque le bateau? Non, si on le voit dans la façon dont on a pensé jusqu'à maintenant. Je pense qu'il faut penser de façon différente. Ambassadeur Saint-Jacques. Ben, moi, je dirais aussi que sur le plan de la croissance, l'Afrique, c'est une puissance en devenir. Donc, ce n'est pas simplement une question de fournir de l'aide au développement, mais c'est de développer des partenariats qui vont nous être utiles à long terme. Puis aussi, tantôt, je parlais, là, c'est ça, on a un fractionnement. Puis, quand je disais que les autocraties qui se ressemblent, la Chine qui est en train, qui a quelques organisations, là, le BRICS qui s'est élargi en janvier, l'Organisation de coopération de Shanghai, et il y a un danger là, qui menace les démocraties. Puis, je mentionne aussi le projet La ceinture de la route. Il faut être beaucoup plus actif. Et puis, on a parlé plutôt aussi d'être à l'écoute. Il faut écouter les Africains. Puis, moi, je pense que c'est ça. C'était une occasion ratée, mais à nouveau, dans le contexte budgétaire à Ottawa, c'est difficile de convaincre nos maîtres politiques qu'il faut consacrer. Pourquoi qu'il faut accroître les budgets
à l'aide humanitaire, à l'aide au développement, mais c'est dans notre intérêt à long terme. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner quand même que le Québec, qui a des liens avec l'Afrique assez bien développés, a quand même pris une initiative. Ça fait 2 ans maintenant, sinon un peu plus, que la ministre, qui n'est plus malheureusement, avait lancé une étude sur les relations entre le Québec et l'Afrique. Et c'est un document, je pense qu'il est toujours disponible, mais il y a d'excellentes recommandations. Et c'est justement basé sur le partenariat. Faire affaire, je ne veux pas nommer un pays ou un autre en Afrique, c'est comme faire affaire avec l'Italie, la France ou le Costa Rica. Il y a la démographie, les jeunes, des jeunes éduqués, il y a des nouvelles technologies, il y a des terres rares. Alors, il y a des intérêts mutuels. C'est pour ça que je dis que c'est un autre cadre. On pense. Oui, c'est-à-dire c'est voir l'Afrique comme un partenaire et pas comme une cause. Ouais. Bien sûr. Ouais. Prochaine question, monsieur. Merci. Mario Renaud, ancien retraité anciennement de l'ACDI, où j'ai occupé plusieurs postes de direction, et ancien directeur général du Centre d'études et de coopération internationale à Montréal, le CECI. Les budgets de coopération internationale au développement continuent de diminuer et perdent d'importance. On a créé un groupe de réflexion sur le développement et la coopération d'anciens dirigeants d'organismes privés et publics de coopération. Et on a déploré publiquement au cours des dernières années une perte d'expertise pointue et généraliste au ministère des Affaires mondiales en développement suite à la fusion en 2013 et la disparition de l'ACDI, la fusion des programmes de développement au ministère des Affaires mondiales. Le budget, même diminué, de coopération internationale au développement représente aujourd'hui au ministère des Affaires mondiales plus de 60% du total du budget. Il reste que le ministère est toujours responsable, selon la loi sur la responsabilité de l'aide internationale. Le ministère reste responsable de la gestion et de la production de résultats tangibles de ces investissements que les Canadiens mettent à la disposition du gouvernement. Est-ce que, dans l'intérêt du Canada et selon les valeurs canadiennes d'une population qui monte aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre au centre de la politique étrangère une vraie solidarité avec les pays? On a parlé de l'Afrique. J'étais à Kananaskis avec le premier ministre chrétien, je ne me rappelle plus la date exactement, où le gouvernement a mis l'Afrique sur la table du G7. Alors, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui, parce qu'on a parlé d'intérêt et de valeur comme si c'était différent, est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui dans l'intérêt du Canada de mettre au centre de la politique étrangère la valeur de solidarité pour établir des partenariats avec les pays qui font face à des défis existentiels, comme le Canada, face au changement climatique, mais aussi face à toute la pression des migrations et des réfugiés partout sur la planète. Merci. Je vous laisse répondre parce que est-ce que la recherche, si le ministère des Affaires étrangères portait plus attention à la recherche, est-ce que ça ne réglerait pas un peu en partie cette déconnexion? Ben, c'est sûr que si le ministère écoutait plus les universitaires, on répondrait d'emblée oui. Absolument. Qu'il faut investir davantage et je suis d'accord, la dichotomie intérêt-valeur n'a pas de sens. La fragmentation des démocraties libérales est dans notre intérêt. La promotion de la démocratie, pas par la force, comme les Américains l'ont fait au Moyen-Orient, mais par des moyens pacifiques est dans notre intérêt également. Les valeurs que l'on a fondées sur l'autodétermination des peuples sont dans notre intérêt présentement d'empêcher l'annexion et la subjugation du peuple ukrainien, des Palestiniens, mais aussi des Taïwanais à venir. Il n'y a pas de dichotomie là-dedans. Donc, la réponse est simple. Quand c'est
de dire oui, il faut investir davantage. Et pour faire le lien avec la question précédente, c'est pas vrai que c'est une somme nulle entre nos intérêts en Europe de l'Est et nos intérêts en Asie de l'Est ou nos intérêts en Afrique. Je suis contre une telle idée. Ce ne sont pas les mêmes moyens. Le Canada n'a pas envoyé des obusiers de 155 mm en Afrique pour atteindre ses objectifs. Ils en ont besoin en Ukraine, par contre, parce que les gens meurent. Augmenter notre production militaire sert davantage certains intérêts dans certaines régions, l'aide humanitaire dans d'autres, l'aide économique pour d'autres. Donc, je pense qu'il faut avoir ce mariage-là d'intérêts et de valeurs qui est mieux coordonné. Et ce que tous les ministères ont tenté de faire à chaque fois qu'il y avait l'arrivée d'un nouveau ministre, c'était d'identifier quelles sont nos priorités, les pays prioritaires. Et on voulait toujours réduire la quantité de pays pour que ça soit plus ciblé, où on puisse avoir justement une valeur ajoutée. Et à ma connaissance, on a constamment échoué à ça. Parce que on préfère distribuer les sommes sur plusieurs pays, mais avec des sommes réduites parce que les budgets réduits, ce qui fait que l'action spécifique dans certaines régions est de plus en plus réduite. Par rapport au PIB, sur l'aide en Ukraine, qui est pour ce sur quoi je travaille le plus présentement, qui est pour la protection de l'ordre international, c'est-à-dire la souveraineté des nations et leur existence, et pour ne pas donner que la Chine, par exemple, prenne des leçons que le chantage nucléaire peut permettre l'annexion sans coût de territoire, c'est fondamental. On est au Canada le 31e par PIB sur les 39 pays qui donnent de l'aide économique, humanitaire et militaire à l'Ukraine. Donc, je crois qu'on peut en faire plus, vu la taille de notre économie, notre intérêt. Mais on préfère dire les choses sans qu'il y ait trop de coûts associés à ça, parce que les seuls autres coûts qui ont amené dans l'histoire un gouvernement à être actif, c'était soit une volonté personnelle politique. Chez Jean Chrétien, il y avait ce désir-là de démarquer le Canada des États-Unis, d'avoir une politique étrangère différente. On l'a vu en mars 2003, on l'a vu vis-à-vis de l'invasion de l'Irak. Il y avait cette volonté-là. Quand ça ne vient pas de ce sentiment individuel du premier ministre, quand ce n'est pas un intérêt qui arrive au bureau du premier ministre et qui pousse ses ministres à agir, il faut que ça soit contraint. Et présentement, il n'y a pas de coût à l'inaction. Il n'y a pas assez de pression internationale sur le Canada pour en faire davantage, parce que contrairement à Donald Trump, Biden est diplomatique vis-à-vis du Canada, même s'il se plaint, mais on est habitué d'être critiqué. Et il n'y a pas de coût électoral. Le Parti conservateur ne met pas de pression pour le Canada pour en faire plus sur la scène internationale parce que lui-même veut en faire moins. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un gouvernement qui n'a ni la volonté politique, ni des coûts politiques qui la forcent à agir de ce sens-là. Donc oui, d'un point de vue universitaire, oui. Est-ce que je pense que ça va se produire? Malheureusement pas. 31e sur 39, parlez-nous de budget. Ben moi, je voudrais faire deux observations. D'abord, la question de l'intérêt personnel. Si je prends, par exemple, des gens comme Brian Mulroney, Jean Chrétien, Lloyd Axworthy, à mon avis, Lloyd Axworthy a été un des plus grands ministres, mais il était intéressé dans ces sujets-là, puis il comprenait qu'est-ce qu'il fallait faire. Autre exemple, on a eu un ministre des Affaires étrangères qui venait de la Beauce, qui restera non nommé. C'est celui qui a porté les Joe Louis au sommet. C'est ça. Et lui, je me souviens d'être dans des rencontres, puis j'ai regardé ma montre, j'ai dit, si ça peut se terminer au plus sacré, parce qu'il va falloir que je reconstruise là, beaucoup de choses après. Mais c'est ça qui fait la différence. Puis aussi, c'est ça aussi qui, dans le cas de Jean Chrétien, qui était intéressé. Un autre, j'ai beaucoup d'admiration pour Brian Mulroney, qui a fait énormément de choses sur la scène internationale, qui a pris des décisions difficiles aussi. C'est que donc, d'un côté, c'est l'importance d'avoir des gens dans la classe politique qui connaissent leur affaire, qui sont intéressés, qui se donnent une mission et qui forcent la machine à aller de l'avant. Parce que là, c'est ça. Et puis, la deuxième observation, c'est j'ai toujours été très intéressé de voir comment que la bureaucratie fonctionne. Puis là aussi, on dépend de mode. Il y a des gourous qui amènent de nouvelles théories, puis là, on dit, bon, il faut mettre ça en pratique, puis on arrive souvent à détruire des organisations qui fonctionnaient très bien. Puis le cas, à mon avis, l'ACDI fonctionnait bien quand c'était une agence séparée avec ses budgets. Puis là, en fait, l'amalgamation avec Affaires étrangères ou Affaires mondiales, là, dépendant de quelle époque on parle,
ben, ça a affaibli les deux organisations. Puis, il faut pas avoir peur de dire, bon, quel est l'essentiel? Quelle est la mission? Puis comment? Puis, dernière remarque sur la solidarité. Notre solidarité, elle est pas uniforme. Quand on parle de valeurs, on accueille des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Ukrainiens, puis oups, les Gazaouis, ben, et puis des Africains. Là aussi, moi, je pense que ça, quand on parle de valeurs, il faudrait que nos valeurs soient assez universelles, et ce n'est pas le cas actuellement. Sur le budget, sur comment on dépense l'argent, oui, où on le met. Oui, ça, je ne peux pas ajouter trop, mais sur la solidarité, et ce que Mario a mentionné, j'ai aussi été représentante du Canada à l'OCDE, au Comité d'aide au développement, où les pays donateurs se rassemblent et comparent leurs notes et s'encouragent. La critique, et puis Gilles va savoir ça, la plupart de mes collègues, la critique qu'on nous adressait au Canada, c'est qu'on était beaucoup trop dispersés. On avait un petit peu de solidarité avec tout le monde. Au point de vue de la politique d'aide au développement du Canada, une des critiques valables d'ailleurs, c'est que pendant des années, on nous disait que vous êtes beaucoup trop dispersés. On avait 84 récipiendaires et puis, en tout cas, l'aide n'était pas efficace. Et on nous disait à chaque fois, mais concentrez-vous, ayez plus vous aurez plus d'impact pour les gens qui reçoivent. Et on a toujours eu cette difficulté parce qu'il y avait ceux qui défendaient le Commonwealth, ceux qui défendaient la francophonie, ceux qui défendaient notre présence en Amérique latine qui remontait à une centaine d'années, mais on les avait négligés. Il y avait l'Asie du Sud-Est et tout le monde défendait bien en bon diplomate leur terrain. Et puis, on revenait toujours avec une aide qui n'était pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être. Donc, je comprends le sentiment pour la solidarité, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Alors, quels sont ces choix, Justin? Oui, les intérêts et les valeurs vont ensemble, mais pour une fois, les intérêts devraient être d'ailleurs soutenus par nos valeurs, mais c'est nos intérêts qui devraient nous guider. Et on devrait mettre ensemble notre politique stratégique, géostratégique, notre investissement de la défense, là où on va avoir un impact sur les différents continents, les discuter ensemble. Une autre, on parle beaucoup de la Chine, mais la Russie aussi. Ils ont des politiques sur 10-15 ans, ils savent où ils vont aller. C'est un très gros désavantage quand on n'est pas capable de penser en ces termes. Un autre sujet auquel je pense qu'on devrait consacrer plus d'attention, c'est de multiplier nos efforts en partenariat avec d'autres pays, où on se dit, bon, on va travailler ensemble, vous vous occupez de telle partie. Et là-dessus, on a eu peut-être une occasion ratée avec la Chine quand M. Trudeau est venu la première fois à la fin du mois d'août 2016. Xi Jinping lui a dit, on aimerait travailler avec vous sur certains projets dans le tiers-monde. Puis là, moi, je me suis dit, wow, quelle belle façon on pourrait essayer de les aider à améliorer leur politique étrangère, puis leur aide au développement, puis ils ont des moyens extraordinaires. Mais on n'a pas repris ça. J'ai envoyé une couple de messages à Ottawa par après en disant qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis je pense que ça aurait été une expérience intéressante là, d'essayer de les orienter. Puis juste une autre anecdote un peu reliée à ça, Paul Martin était venu à la fin 2015 à Pékin. Il était vu par les Chinois comme le père du G20. Il venait donner des conseils pour l'organisation du G20 qui aurait lieu à Hangzhou. Et on lui avait organisé une rencontre avec une ancienne diplomate chinoise qui occupait un poste important à l'Assemblée nationale populaire, qui est le Parlement chinois. Puis, belle discussion. Puis là, elle lui dit, parce que quand elle était diplomate responsable de l'Asie du Sud au ministère des Affaires étrangères chinois, on avait organisé un petit programme financé par l'ACDI pour aider à développer le langage en chinois qui n'existait pas sur des questions de sécurité maritime. Puis elle avait beaucoup apprécié. Puis là, elle a dit, maintenant, la Chine est au sommet du monde et on n'est pas habitué à la vue. Un pays comme le Canada pourrait nous aider. Puis là, j'ai dit, hey, c'est extraordinaire cet aveu-là. Mais là encore, on n'a pas eu les réflexes de dire, OK, voici comment vous devez vous comporter en citoyen mondial responsable. M. Rivard.
Merci beaucoup. Alors, Gilles Rivard, 2 commentaires. Ce pas des questions, ce sont des commentaires. Vers une nouvelle diplomatie pragmatique, pour moi, il faut mettre le côté réaliste aussi avec ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à Ottawa qui n'ont pas encore compris qu'on disait à l'époque, on a plus d'influence que notre poids relatif, puis on l'a démontré par toutes sortes d'occasions. On parlait du Conseil de sécurité, on rejoignait le Conseil de sécurité à tous les 10 ans, puis c'était une habitude canadienne. En 2010, il y a eu un reality check, ça n'a pas fonctionné. En 2020, on a eu un deuxième, et là, je vais faire le lien avec mon prochain commentaire. À l'époque, je faisais partie d'un groupe en 2017 qui conseillait le bureau du premier ministre sur le moment pour se mettre en ligne pour accéder au Conseil de sécurité. Et eux avaient décidé que ce serait en 2020. Alors, je dis, erreur stratégique, on est contre la Norvège et contre l'Irlande. Bon, ils ont dit non, on veut y aller en 2020, alors qu'en 2021, il y avait Chypre, juste pour vous donner une idée. Et ils ont décidé d'y aller en 2020 avec les résultats qu'on connaît. Parce qu'on pensait encore que c'était une erreur de parcours en 2010, puis en 2020, on réussirait à y accéder. Ceci étant dit, pour répondre rapidement à votre question, si jamais on y accède encore, ce ne sera pas avant au moins 4 ou 5 ans compte tenu du processus d'inscription. Mon deuxième point, c'est un point qui a été soulevé légèrement par Guy tout à l'heure sur le personnel politique et le ministère des Affaires étrangères. En 2005, il y a eu la revue de la politique étrangère qui avait vraiment été menée par les Affaires étrangères. Je travaillais au bureau du Conseil privé à l'époque, puis il y avait vraiment une relation là-dessus. Les bureaux du premier ministre, au cours des années, ça a commencé avec Paul Martin, ça a continué avec Stephen Harper, et malheureusement, même aujourd'hui, c'est devenu des mini-ministères des Affaires étrangères avec toute une panoplie de conseillers qui entourent le premier ministre et qui le rendent presque imperméable au travail que le ministère des Affaires étrangères peut faire pour pousser certains aspects de nos politiques et de nos diplomaties, et de notre diplomatie, tant et si bien que les gens au ministère ont l'impression qu'ils servent uniquement à écrire des notes de service pour le bureau du premier ministre. Et aussitôt que ces notes de service-là arrivent, ils sont souvent réécrites, réorganisées, réinterprétées. Ce qui fait que le ministère a beaucoup moins d'expertise. Alors, si on parle d'une nouvelle diplomatie, il faudrait redonner d'une certaine façon, et ça, j'imagine à peine comment Mme Joly pourrait faire ça, de redonner au ministère des Affaires étrangères son rôle central sur le design et la façon de mettre en place des politiques, ce qui est extrêmement difficile maintenant, et il n'y a rien qui dit que ça va changer dans un proche avenir. Alors, c'est un peu le constat que je voulais souligner. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Bon, moi, j'avais une question, mais quelque part, le professeur en a répondu un peu parce que moi, je suis d'avis que l'intervention des États-Unis, comme font les États-Unis et la France, par exemple, par rapport aux guerres qui se passent dans d'autres pays, moi, je trouve ça impertinent parce que depuis que les guerres ont commencé, eux, ils ont intervenu en prenant part et puis comme participant, en leur fournissant des ressources militaires et tout. Mais ça ne fait qu'envenimer la guerre. Du coup, ça ne règle pas forcément le problème. Ce qui fait que même les autres pays qui ne sont pas forcément qui ne sont pas en train de vivre pratiquement la guerre, comme nous, par exemple, qui ne sommes pas en Russie, ni en Ukraine, ni au Gaza, et tout ça. Nous aussi, nous sommes impactés par ces guerres-là. On parle un peu de l'inflation et tout ça. Donc, je me dis que puisqu'on parle de pragmatisme, puisqu'on dit que le Canada a perdu un peu son influence, je me disais que il aurait pu plus peut-être participer en prônant je ne sais pas, une médiation pacifique pour un retour à la paix, parce qu'on gagnerait tous dans la paix. Et puis, puisqu'il s'agit d'une diplomatie pragmatique, une diplomatie pragmatique, comme l'a défini Mme Anne, c'est la défense de nos intérêts, de l'intérêt de nos populations et tout. La paix aussi, en fait, c'est l'intérêt de tous les pays. Donc, c'est ce que, en fait, je voulais dire. C'est plus, en fait, une question en réalité, parce que monsieur en a répondu. Merci beaucoup. Madame l'ambassadrice, vous avez évoqué la juge Otis tout à l'heure. Comment mettre en pratique ce qu'elle recommande, c'est-à-dire plus de médiation? Comment on s'y prend? À moins qu'elle-même ait ses contacts, à moins qu'elle-même ait déjà fait part de
de sa suggestion. J'espère que quelqu'un l'a entendu dans ses entrevues où elle en parle, mais c'est pour quelqu'un comme elle a accès. Elle peut en parler à une ministre, elle peut en parler à des gens qui sont proches, disons, qui ont un pouvoir de décision, si on veut. Mais c'est de sensibiliser, en fait, parce qu'on ne connaît pas tout. On ne sait pas tout ce qui est à notre disposition, mais c'est de prendre l'idée et de la mettre de l'avant. Et je suis sûre que quelqu'un l'a entendu dans ce cas-ci. Prochaine question. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Ali El Hakimi et je suis au baccalauréat en relations internationales et en droit international. Puis j'avais une question pour nos ambassadeurs. En fait, tout à l'heure, lorsque vous parliez du point sur la table avec la Chine, par exemple, en fait, il y a une question qui m'est venue, c'est en fait, est-ce que le Canada devrait avoir une diplomatie qui devrait être plus basée sur la crainte que l'amour ou bien plus sur l'amour que la crainte? En fait, concrètement, c'est quoi le plus efficace en diplomatie? Est-ce que ce serait qu'on ait peur du Canada ou que les gens nous aiment? Merci beaucoup. Oui. Excellente question. Oui. En fait, je pense que ça prend une approche réaliste. Et aussi, moi, j'ai été impliqué dans des négociations, puis j'essayais toujours, avant les négociations, de mettre dans la peau du négociateur de l'autre partie pour savoir quels vont être ses objectifs, quels sont les points qu'il va vouloir défendre à tout prix, puis où il peut faire des concessions. Puis moi, de mon côté aussi, quand on est bon négociateur, on présente des points, on leur donne plus de valeur en sachant qu'on peut les abandonner à un moment donné comme monnaie d'échange. C'est un jeu intéressant, là. Mais je pense que quand on fait affaire avec un pays comme la Chine qui contrevient aux règles, il faut, à chaque fois qu'on les prend en défaut, il faut intervenir. Puis j'ai fait ça à Pékin. Quelques reprises, on avait eu une délégation chinoise qui était venue au Canada. Tout était encadré, on avait un protocole d'entente. Puis, on s'est aperçu qu'ils se sont livrés à des activités extracurriculaires. Et j'ai demandé à nos services de renseignement d'avoir suffisamment de preuves que je pourrais utiliser sans dévoiler des secrets d'État sur la façon dont on avait obtenu l'information pour aller les confronter. Puis, c'est ça, il ne faut pas avoir peur quand on est diplomate de faire face à des situations tendues, à des confrontations. Puis je suis allé voir le vice-ministre au ministère en question, puis je lui ai demandé, bon, comment ça s'est passé la visite? Ah, ils étaient heureux, là, ils avaient atteint tous leurs objectifs. Ben, j'ai dit, je suis très content d'entendre ça, mais j'ai dit, comment vous vous sentiriez si vous aviez des invités chez vous, puis une fois qu'ils sont partis, l'argenterie est disparue, puis il manque des choses dans la maison. Ben, il dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, j'ai dit, voici des activités que vos gens ont fait, qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Et je vous dis que si ça se reproduit, c'est la fin de la coopération. Il m'a dit, ça ne va plus jamais se reproduire. Mais il faut faire ça de façon systématique. Puis, moi, je suis très au courant du dossier de l'ingérence chinoise au Canada. Il y a eu tantôt je parlais de laxisme, il y a une incompréhension, surtout si on se rappelle que l'Australie a fait face exactement au même problème en 2015-2016 et qu'eux ont pris beaucoup de mesures. Comment ça se fait? Puis on est parti du Five Eyes, c'est qu'on est tout au courant de qu'est-ce qui a été, comment que la Chine opérait. Puis même problème, interférence dans les milieux universitaires, interférence au sein de la communauté chinoise, interférence dans la politique fédérale, interférence dans la politique municipale, provinciale. Comment ça se fait qu'on n'a pas... C'est pour ça qu'il faut avoir une approche ferme, puis dire c'est sur cette base-là qu'on va bâtir la confiance. C'est pour ça, moi, je pense, on a été un peu boy scout pendant un bout de temps, mais là, c'est ça. C'est une approche réaliste, puis dire, voici nos lignes rouges, si vous les franchissez, ça vaut risque et péril. Merci. Ambassadeur de Normandie, vous avez l'honneur de fermer le bal. Ah, bon. Bien, c'est peut-être effectivement mon commentaire, c'est une observation et peut-être que ça va servir justement peut-être de conclusion. Il y a un élément, il y a un enjeu qui sous-tendait toute notre discussion cet après-midi, c'est le lien entre la diplomatie et la politique étrangère. La diplomatie, ce sont les moyens que l'on déploie
pour promouvoir des objectifs et défendre des intérêts. La diplomatie, c'est un instrument qu'on voudrait l'instrument privilégié de la politique étrangère. Il y a aussi d'autres instruments, le militaire et tout, mais bon. La ministre a annoncé lors de son discours au Corim que nous allions poursuivre une diplomatie pragmatique. Elle a plus ou moins expliqué ce que c'était. Soit, c'est bien. Sur le fond, je n'ai pas de problème. Mais la question, c'est une diplomatie pragmatique au service de quoi? Au service de quelle politique étrangère? Au service de quels objectifs et de quels intérêts? Tout ça, ça n'a jamais été défini. À une exception près, Guy l'a mentionné, la stratégie Indo-Pacifique, qui est un élément, on pourrait dire, c'est un élément ou une composante de politique étrangère. Mais pour le reste, nous n'avons pas défini, nous n'avons pas identifié et articulé nos intérêts, nous n'avons pas identifié et articulé nos objectifs, et nous n'avons pas de politique étrangère. À l'exception des États-Unis. Pardon? À l'exception des États-Unis. Mais ça n'a pas été articulé, même là. C'est dans le décor, c'est là. L'équipe est en place. Oui, on prend... Ministérielle. Mais Anne, on prend des actions, quelques initiatives, oui, mais on n'a pas vraiment articulé ce que l'on veut. C'est pas vraiment là et on n'a pas de cadre d'ensemble. Alors donc, pour moi, la politique étrangère, pardon, si la diplomatie est un instrument au service de la politique étrangère, ben, on a maintenant une diplomatie énoncée, pragmatique, mais on n'a pas vraiment de politique étrangère. Alors, on n'ira pas très loin. Mon point, c'est que on n'ira pas très loin avec une diplomatie pragmatique si on ne s'est pas doté d'une vraie politique étrangère. Est-ce que vous pouvez répondre? Je sens que vous voulez répondre. Vous pouvez le faire en 30 secondes? En 30 secondes, oui, tout à fait. J'irais même plus loin que la stratégie Indo-Pacifique n'a pas d'objectif précis et articulé. Je ne l'ai pas vu. Pour moi, l'objectif principal de cette stratégie-là devrait être empêcher une troisième guerre mondiale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales pour un conflit qui est malheureusement pas impossible et peut-être certains diraient probable, compte tenu des intérêts antinomiques des deux États et des intérêts bipartisans aux États-Unis de défendre Taïwan et de la volonté de Xi Jinping de possiblement en faire son legs. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle stratégie? Nos intérêts sont plutôt simples d'assurer notre souveraineté, mais comment les articuler vis-à-vis des ingérences étrangères, vis-à-vis de notre capacité à surveiller notre territoire et le contrôler? Effectivement, si on avait une meilleure conversation justement entre universitaires et ministères sur quels sont ces intérêts de sécurité nationale et de politique étrangère, peut-être qu'on aurait un débat public plus éclairé. Alors, merci à nos trois sages. Merci à vous. Je crois que M. Audet va reprendre la parole. Ou Caroline, plutôt. En fait, je prends le micro pour le céder à l'instant. Donc, j'invite Alexandre Perron du Corim à venir faire une allocution de clôture. Ça ne sera pas une allocution, je vous le promets. Merci, Caroline. Quand Caroline Doyon m'a approché pour que le Corim collabore, participe au rendez-vous, j'aurais la joie. Je me suis immédiatement inscrit à ce panel-ci parce que vers une nouvelle diplomatie pragmatique, justement, comme l'a dit M. Normandin, quand la ministre Mélanie Joly était venue à la tribune du Corim le 1er novembre, elle avait annoncé que face à l'incertitude géopolitique, la politique étrangère du Canada serait centrée sur deux principes: la défense de notre souveraineté et pratiquer une diplomatie pragmatique. Ça suscitait beaucoup de questions. Et quoi de mieux aujourd'hui que deux diplomates de carrière, deux grands diplomates de carrière, un professeur chevronné et une spécialiste des communications pour essayer de tenter d'y répondre. C'était pas facile. Monsieur Saint-Jacques, j'ai beaucoup aimé votre radiographie du patient qui est Affaires mondiales Canada. Madame Léhy, j'ai beaucoup apprécié aussi les pistes de contribution que vous avez abordées pour le Canada dans cette diplomatie pragmatique. Monsieur Massy, vous avez brossé un portrait qui peut paraître pessimiste, mais qui a le mérite de nommer les choses et de provoquer des discussions pertinentes. La seule chose que je pourrais être un peu en désaccord, c'est qu'on a tendance toujours à dire que
il n'y a pas de vote, il n'y a pas de gain électoral avec les relations internationales. Et si je vous ramène à la première élection de Justin Trudeau, moi, je me rappelle très bien pendant les débats et la campagne qui mettait le point sur la table, puis c'est honteux l'image que le Canada a maintenant, et ça avait résonné chez les Canadiens parce qu'on n'aimait pas l'image que tout d'un coup était projetée du Canada. Ensuite, ce qu'il y en a fait après son élection, ça sera débat à un autre panel que je suis sûr que l'IEM va être heureux de l'organiser dans quelques années. Mais pour terminer, je veux vraiment vous remercier aussi d'être là parce que les enjeux internationaux, si on n'en parle pas, on voit tout le temps des sondages, on dit l'actualité internationale occupe à peine 6% de l'espace médiatique, mais il faut des gens comme vous, comme nos panélistes qui prennent le temps d'en parler, parlez-en à vos voisins, parlez-en à vos amis. Puis s'ils vous disent « Ah, je veux politique », dites-leur « Non, ce n'est pas de la politique, c'est des relations internationales ». Merci beaucoup à tout le monde. Alors voilà, cette fois, c'est vrai, je reprends le micro. Cette fois pour remercier d'une part Alexandre Perron qui vient de prononcer l'allocution de clôture, mais d'abord et avant tout, évidemment, nos 3 panélistes qui ont participé à ce dernier événement de la 4e édition des Rendez-vous Gérer la joie. Donc, on peut les applaudir à nouveau. Et bien entendu, il me revient également de féliciter et de remercier Martine Saint-Victor pour son animation du panel d'aujourd'hui.